toutes les interventions que nous avons entendues sont de très très haute facture. Freddy Mulumba, DGA de la RTNC et directeur général du magazine Renaissance africaine, est allé un peu plus loin que des constats. Lui, au-delà des constats, il a proposé des pistes de solutions. Merci beaucoup Freddy Mulumba. On en vient donc aux questions. Je sais que vous piaffez d'impatience de pouvoir intervenir. Voilà, donc on prend la première série de 5 questions. Je voudrais d'abord, ma première question, pas question ou intervention, s'adresse à l'intervenant Dr Kambale, professeur Kambale. Il nous a expliqué la raison même des créations de groupes armés à l'est de la République. C'est la résistance de jeunes par rapport au déplacement forcé des groupes armés rwandaises et ougandaises pour donc dépeuplement du peuple congolais pour peupler les étrangers. Donc ici, si j'ai bien compris, donc ces groupes armés ont raison d'être parce que ce sont des résistants congolais pour sauver la République. Est-ce que nous devons continuer à les considérer comme groupes armés ou des vrais patriotes? Est-ce qu'ils méritent le soutien de ces jeunes à Kinshasa ou nous devons suivre les différents médias qui les qualifient de terroristes? Ça, c'est ma première préoccupation. Et la seconde préoccupation s'adresse au directeur Freddy Mulumba. C'est depuis des années que vous êtes dans cette conscientisation du peuple congolais en rapport avec la balkanisation. Vous citez même des noms des personnes qui utilisent le jeune, le média, les politiciens pour balkaniser le Congo. Est-ce que nous continuons toujours à dénoncer s'il n'y a pas de réaction directe de nos autorités? Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme à mettre en place avec tous ces intellectuels d'insister ou d'obliger, comme on l'a fait avec le gouvernement? Aujourd'hui, nous avions suivi le chef coutumier qui réclame leur ministère. Et il menace même à dire, si jamais il n'y a pas leur ministère, ils vont utiliser les ancêtres pour leur, je sais pas, pour leur intervention. Merci, merci. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme... Vous avez du monde derrière vous. Je m'excuse juste la seconde. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme à mettre en place, vous, en tant que les hommes éclairés de la situation, pour qu'ensemble, nous puissions exiger, avant d'exiger la gratuité de l'école, il y a d'abord la paix à l'est de la République. Merci beaucoup. Merci. Pour la parole, Jimmy Chilumba. Ma préoccupation s'adresse exclusivement à M. Freddy Mulumba. Ma question, la voici. Parce que M. Freddy Mulumba nous dit qu'il faudrait voir les vrais intervenants de nos guerres. Mais moi, je me dis, les gens que vous disiez que ce sont eux les véritables prédateurs, est-ce qu'il faudrait-il toujours qu'il y ait recours aux Rwandais ou bien aux Ougandais pour avoir les minéraux de la RDC? Il faudrait toujours les Rwandais. Parce qu'à vous attendre parler, le plan de la balkanisation serait beaucoup plus en faveur des Rwandais que des Ougandais qu'aux multinationales. Les multinationales, tout ce qu'ils veulent, c'est des matières premières. Et ils se limitent là. Dès qu'ils en ont, merci. Ils se limitent là. Merci, merci. Bon, je crois que ça serait tout. Merci beaucoup. Moi, c'est Claude Okonjo. Je vous remercie de m'accorder la parole. Avant de poser ma question à M. Freddy et au professeur Sadiki, ainsi qu'à M. Nixon, j'aimerais d'abord dire que moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec M. Freddy quand vous considérez que Donald Trump présente une chance ou une opportunité pour la RDC, ou même quand vous séparez les globalistes des souverainistes. Au début, lors de votre mot d'ouverture, vous avez dit il faut qu'on se prépare à se battre.
Et ce n'est pas la première fois que vous le dites. Il faut maintenant présenter, démontrer cela, comment on va se préparer à se battre, parce que tous les moyens qu'on est en train d'utiliser sont presque les mêmes que ceux qui sont utilisés par les impérialistes et ceux qui font la guerre. Une autre question, c'est de savoir si, professeur Sadiki, les groupes armés ainsi que M. Nixon, si les groupes armés, il en existe en Est, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on les a déjà identifiés. Moi, je voulais qu'on nous dise de quel pays ils se nourrissent et quel est leur fondement idéologique, parce que quand on identifie leur fondement idéologique, on peut identifier leur nature. Merci. Et Angèle Makumbo, je suis leader politique. Merci beaucoup pour le niveau des panélistes. Monsieur Mulumba et moi, on s'est souvent... on n'est pas d'accord sur le fait qu'ils mettent plus l'accent sur le contour géopolitique de l'instabilité au Congo. Moi, je mets l'accent plus sur la responsabilité des Congolais. Et je pense aussi, M. Mulumba, vous sous-estimez les Congolais quand vous dites qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent la vérité de ce qui se passe. Mais comme vous avez dit, soit ils ont peur, soit ils ont la bouche pleine et ils ne veulent pas perdre les avantages. Alors, vous avez offert des pistes de solutions, oui, mais je pense qu'il est aussi temps, vous ne pensez pas qu'il est temps de dire aux Congolais, oui, on nous exploite, on pille nos minerais, mais nous, Congolais, non seulement on enrichit ces pays voisins, mais on les enrichit doublement parce que maintenant, nous représentons un marché de 80 millions de consommateurs, et je ne sais pas si vous remarquez, ils déversent leur production chez nous. Donc, avec cette zone de libre-échange, est-ce que nous sommes prêts? Autre question, Minembwe, je ne sais pas, vous avez dû suivre, il y a un groupe important de jeunes Rwandais qui, aux États-Unis, font campagne pour dire un nouveau génocide se prépare contre nous, etc., etc. Et les Américains prêtent l'oreille. Comment faire pour inverser cette tendance? J'ai l'impression, quand vous parlez du silence des Congolais, voilà un moment où nous sommes silencieux. Et sur le plan, une des pistes de solution, vous avez parlé de diplomatie. Vous ne pensez pas que si nous avions une diplomatie active, menée par des diplomates chevronnés, on pourrait inverser cette tendance, que ces businessmen internationaux qui veulent faire, ils veulent faire juste du fric avec nos minerais, ils se diraient, en face, on a des gens avec qui on peut discuter, parce que c'est ce que j'ai souvent entendu quand j'étais aux Nations Unies. Dans le Congo d'en face, on n'a pas des gens solides avec qui discuter, alors on préfère avoir affaire à un Rwanda où on a un leadership équilibré. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Ndambi Ilunga, je voudrais tout d'abord corriger quelque chose que mon ami a dit ici, que M. Freddy était nourri au mamelles du pouvoir et qu'il était pour lui estomaqué de le voir faire ce qu'il faisait. Mais moi je corrige que nous devons féliciter M. Freddy, quand bien même il était au mamelles du pouvoir, mais voilà au moins quelqu'un qui se met debout pour dire la vérité au peuple congolais. Donc nous devons féliciter, encourager ce qu'il est en train de faire. La question c'est la suivante. Nous avons écrit au président Kabila, parce qu'on dit que le peuple congolais n'est pas là pour seulement faire des jérémiades. Moi j'ai écrit, il y a des lettres que j'avais amenées ici, il fallait qu'on me les lise, pour dire au président toute la vérité. J'ai déposé les copies au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il n'y a que le directeur des cabinets du Premier ministre qui m'a répondu. Donc les Congolais réfléchissent. Et nous avons même des copies depuis 2014 que j'ai déposées ici, dans cette salle, à la société civile, pour dire que vous êtes en train de dormir. Maintenant que la société civile est morte, sous toutes ses formes, nous devons avoir le courage pour dire à ces messieurs qui sont à toi là-bas, faisons bloc. Mettons-nous ensemble et constituons-nous en force intellectuelle. C'est tout ce que nous devons faire. Plutôt que de venir ici, entendre tout ça, ça nous fait mal au cœur. Et moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, à la sortie de ces salles,
Faisons quelque chose. Plutôt que de dire constitutionnons encore un groupement maintenant même. Nous avons des forces, agissons et allons de l'avant. Merci. Merci. Donc c'est une suggestion, il faut se mettre ensemble, constituer un bloc. Merci pour la question. Je crois que si vous m'avez bien suivi, j'ai bien dit que c'est à tort que nous les appelons groupe armé. Et lorsque j'ai dit que c'est à tort, c'est parce que c'est grâce à ces jeunes. Regardez, si je peux me projeter un peu dans l'histoire récente, depuis la guerre de 96. C'est après le ralliement de ces résistants-là que l'AFDEL a pu franchir Bukavu. Donc, nul n'était qu'ils étaient manipulés à un moment donné. L'AFDEL, qui avait déjà commencé, qui avait déjà pris Moulin et Lemera, n'allait pas franchir Bukavu. C'est après le ralliement qu'ils ont franchi que l'AFDEL a évolué. Plus récemment avec le M23. Ce sont ces jeunes qui ont résisté avant qu'ils ne soient encore FEOD. Et pourquoi je ne l'appelle pas groupe armé? Parce qu'ils résistent, mais par contre, c'est notre armée qui tourne leur canon contre ces jeunes-là, qui pourtant pouvaient servir pour résister à des agressions multiples. Je suis d'avis qu'au moment où il faut les aider, je suis aussi d'avis qu'il faut trier parmi eux, parce que parmi eux, il y a ceux-là qui sont utilisés par ceux-là qui nous font la guerre. Je peux vous dire, je peux vous préciser que le colonel Chouma, comme Madame veut le connaître, a été tué par un groupe armé. Et celui qui a utilisé le groupe armé là, c'est un officier de l'armée congolaise. Donc, il y a deux choses. Tout en les soutenant, nous devons avoir la possibilité de voir qui sont ceux-là qui peuvent effectivement, qui marchent pour l'intérêt du pays. Moi, je pense que ça fait 10 ans qu'on a mobilisé. On a quand même réussi à faire parler les hommes politiques. Le combat contre la balkanisation a été récupéré par le président Kabila lui-même. En 2009, il a fait un discours le 31, donc le Nouvel An, pour dénoncer la balkanisation du Congo. Et si vous lisez tous ces discours, ils terminent sur ça. Donc ça prouve que notre élite politique est consciente de la gravité. Mais le problème, c'est la population. Je vous ai parlé ici de ce qui s'est passé à Bukavu avec Mutebouzi et Nkunda. Spontanément, à Kinshasa, les gens sont révoltés, sont battus la Monique. Et c'est que c'était Nkunda et Mutebouzi étaient obligés de reculer. Donc, il faut dans tout ce que nous faisons que la population soit informée et mobilisée. Parce qu'il faut comprendre, les hommes politiques sont là pour trouver des compromis. S'il n'y a pas une forte pression de l'opinion, ils peuvent tous céder. Donc c'est à nous de comprendre où sont les enjeux. Mais il faut aussi penser qu'il faut mettre en place quand même des structures. Jusqu'à présent, je vois beaucoup d'ONG, Filimbi, il y a encore une autre maintenant, Lucha, Toussongue. Mais ces ONG-là parlent d'autre chose. Jamais ils attaquent les multinationales qui pillent chez nous à l'Est. Jamais. C'est une diversion. Maintenant, il faut que vous préparez vos ONG pour chaque matin attaquer toutes les multinationales qui pillent nos richesses. Comme ça, il y a équilibre. Mais vous ne faites rien. C'est l'heure du discours qui passe. Donc, organisez-vous.
il ne faut pas attendre qu'il y ait un mouvement où tout le monde doit être dedans comme un parti unique. Non. Chacun travaille là où il est. On va faire la sommation et puis les choses changent. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est l'histoire qui viendra témoigner, pas des individus. Aujourd'hui, il y aura des gens qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. En tant qu'intellectuel, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas un politicien pour qu'on m'aime ou bien qu'on ne m'aime pas. C'est le travail que j'ai fait. C'est l'histoire qui viendra voir est-ce que Freddy Mulumba avait raison ou tort. Je n'ai pas besoin qu'on me jette des fleurs. Ça, c'est pour les politiciens qui veulent chercher le poste. Vous parlez de Kabila. Vous savez, il y a des choses qui passent que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. J'ai été directeur général du groupe de presse Le Potentiel pendant 10 ans. J'ai fait le combat sur la balkanisation. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi j'ai quitté Le Potentiel. J'ai été chassé. Ce sont les gens qui vous disent démocratie, des Occidentaux, qui sont passés par Modeste Mutinga pour me faire partir. Et ma nomination par Joseph Kabila n'était pas facile. L'ordonnance a pris 8 mois pour que ça sorte. Vous savez, mon départ au Potentiel, c'était parce que mon discours sur la balkanisation dérangeait. Et quand Kabila a décidé de me nommer, tout le monde est parti lui dire « pas cet homme-là ». On a changé de nom. Kabila a dit « pas question, il n'y a que lui ». Donc, je suis à la RTNC parce que Kabila l'a voulu. Je ne suis pas à la RTNC comme un militant. C'est mon discours qui a fait que je sois à la RTNC. Et vous allez constater, depuis que je parle, je n'ai pas changé. Derrière ce qui se passe chez nous, il y a des puissances, de très puissantes sociétés multinationales, sociétés minières, qui ne veulent pas que ces pays progressent. Les drames pour ces pays, et les jeunes et les vieux, les gens ne lisent pas. Prenez le temps de lire. Vous comprendrez ce qui nous arrive. Je regrette de voir le comportement des Congolais par rapport à ce qui s'est passé à Genève. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé à Genève? Normalement, ça devait être un débat de fond. Comment dans un pays qui s'est dit indépendant, on va aux élections, il y a un ONG de M. Kofi Annan qui organise notre opposition pour avoir un seul candidat commun contre le candidat de Kabila. Or, généralement, ces ONG travaillent pour réconcilier les Congolais. Et vous allez voir tout le monde qui était à Genève. Prenez le temps d'aller lire dans l'histoire depuis 1885 à Berlin. Tous ces gens qui étaient à Berlin sont ceux qui étaient encore, ou même leurs petits-fils qui étaient à Genève. Il faut des études historiques et géopolitiques. Quand vous avez identifié les véritables patrons, là, vous pouvez engager un combat. On n'engage pas un combat dans une confusion comme aujourd'hui. Parce que la première chose que les Congolais devraient faire, c'est de refuser, quelles que soient nos difficultés. On ne peut pas accepter que les étrangers mettent un chef de l'État à la tête du Congo. Mais fils que ça, c'est le bon sens. Mais à Kinshasa, il y a des gens qui sont contents. Ça prouve que nous sommes ailleurs. C'est là l'importance de la science. C'est l'importance de l'intellectuel. Ça allait au-delà de ce que nous voyons. Donc, pour mieux combattre, il faut d'abord étudier. Ça signifie qu'il faut avoir des compétences. Les drames, et qu'on donne la parole dans nos médias par des aventuriers qui viennent se chamailler. Je suis malheureux quand je pars au Cameroun. Je compare les débats à la télévision camerounaise et chez nous ici. C'est n'importe quoi. Pourquoi on ne peut pas choisir des gens de qualité pour montrer à notre peuple ce qui se passe au pays? On va ramasser n'importe qui, il vient raconter des insultes et tout le monde est content. Nous avons un problème, je pense qu'il faut y travailler. Concernant Donald Trump, lisez le discours de Donald Trump aux Nations Unies. Il a dit à tous les chefs d'État, moi je défends les intérêts américains, défendez les vôtres. C'est très clair. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais on a une culture d'esclaves. Je vois les gens ici, je suis pro-chinois,
pro-américain, pro-belge, du jamais vu. Qu'on pouvait penser défendre les intérêts des autres. Trump, c'est le meilleur. L'histoire viendra attester. Et il est bon pour les Américains. De toute façon, nous, on s'en fout. Si nos intérêts sont notre propre pays. Mais comme maintenant, Trump a nettoyé la CIA, Trump a nettoyé le département d'État, Trump a nettoyé le Conseil national de sécurité, des mondialistes, des globalistes. Voilà pourquoi nous sommes à l'aise. Quand vous ne comprenez pas ça, vous avez passé le temps à attaquer Trump, vous êtes à côté de la plaque, de toute façon, il s'en fout. Il vous dit son histoire des Noirs, donc à s'arranger, ça ne les intéresse pas. Et on a coupé, tous ces mondialistes, l'accès au système de renseignement. Il y a un ouvrage écrit par des Français sur les réseaux Soros en Afrique. Qui ont lu ça? Tout est écrit. Voilà, tout est dans les livres. Ce ne sont pas des choses qu'on parle au hasard. C'est quand vous allez comprendre ça, vous allez identifier les gens et comment se battre pour éviter que les choses se passent comme aujourd'hui. Et madame qui parle des livres d'échange, voilà les mécanismes de la recolonisation de l'Afrique. C'est là où on doit voir les intellectuels. Les politiciens, ils jouent leur jeu. Ce qui est normal. Mais ils vont réguler comment? Quand ils verront que tous les intellectuels africains refusent cette histoire-là, on ne produit rien du tout. Vous ouvrez le marché, on sera inondé. Parce que maintenant, qu'est-ce que les grandes puissances font? Ils vont installer des usines dans les pays africains. Vous pensez que c'est africain, mais ce n'est pas africain. Donc il faut que les intellectuels, économistes et autres, discutent. Il faut qu'on sente que l'opinion africaine existe. L'opinion n'existe pas en Afrique. J'ai toujours pris l'exemple, on a vendu des noirs en Libye. Non, nous ne sommes plus des humains, honnêtement. 5 siècles, on nous a vendus jusqu'en Amérique. On a travaillé dans les plantations. On vend encore des noirs en Libye. Aucun président n'en parlait. Il n'y a que Alpha Blondy et Kofi Olomide qui ont fait les bruits. Terminé. Et c'est là, je m'excuse de vous dire, on donne l'image que les Noirs est inférieur. Donc il faut relever les défis. Ça signifie quoi? Travailler, être rigoureux et parler. Et les Occidentaux parlent comme ça, pas tous, mais ceux qui pensent que nous sommes toujours inférieurs, ils disent, ah, les Noirs là, laissez-le. Si être nommé ministre, c'est le seul objectif. Et c'est comme ça que, mais 8 ans au Parlement, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc tout le monde est là. Il ne faut pas dire ça parce qu'on ne te nommera pas ministre. Si on sait que tu dis la vérité par rapport à la balkanisation, par rapport à Kagame, par rapport aux alternatives, donc tu entres sur les listes rouges. Et c'est comme ça que les gens se taisent, malheureusement, y compris les universitaires. Et c'est là où je me dis dans les solutions, il faut quand même que les universitaires, les intellectuels dans ces pays, pas seulement, commencent aussi à prendre le relais. Dans plusieurs pays, il y a les think tanks, les laboratoires d'idées. Un peu ce que nous faisons ici, mais aller en province, non, on n'a pas le temps de réfléchir. On est pratiquement tous embarqués dans la politique juste au sens de poste. Poste ministériel, poste ministériel. Et finalement, il n'y a rien en dehors de poste ministériel. Je crois que si le monde intellectuel, les universitaires, la société civile, on peut récupérer et dire, nous travaillons sur les idées, nous donnons ça dans l'opinion, et les gens travaillent à différents niveaux, et qu'on diminue cette tendance à ne voir que les ministères, ça peut aider. Alors je reviens à la question qui m'a été posée. Les groupes armés sont identifiés. Est-ce qu'on connaît aussi leurs idéologies? Comme l'a dit le directeur Kambale, il y a à boire et à manger dans les groupes armés. Pour ceux-là qui se constituent juste pour défendre, vous ne trouverez rien en termes d'idéologie au-delà de cette sorte de défense locale. Donc on n'est pas protégé par l'État et les autres ont de l'appui. Si on ne fait pas ça, on va mourir. Et là, il n'y a pas vraiment d'idéologie à part la réaction une réaction de survie et de protection locale. Mais, dans le cas du Sud Kivu, certains groupes, notamment ceux-là qui obtiennent l'appui rwandais, développent une idéologie de ce qu'on a dit ici. Travailler pour chasser les communautés traditionnelles locales, autochtones, et travailler pour faciliter l'entrée des populations qui viennent du Rwanda. Donc ça devient une idéologie de peuplement pour repeupler. Voilà un peu ce que je peux dire en termes d'idéologie. Merci. Nous ne sommes pas des militaires. Nous sommes des intellectuels. Donc il faut un combat d'idées. Ça signifie qu'il faut travailler. Il faut lire.
il faut produire la pensée, il faut donner l'information. Parce que, je prends l'exemple des médias. Imaginez-vous, chez nous ici, on décide que chaque matin, nous parlons de l'Est, tous les médias, chaque matin, ça va créer l'opinion. Moi, je me rappelle quand j'avais mis non à la balkanisation. Ça fait à peu près plus de 56 ans. Donc, tu prends le potentiel. Donc, ces non à la balkanisation entrent dans la tête sans le vouloir. Même aujourd'hui, on a changé, mais quand les gens regardent, ils voient seulement non à la balkanisation. Donc, c'est déjà ancré dans la culture, dans la tête des gens. Donc, il faudrait que ceux qui ne font pas la politique, ceux qui ne sont pas des militaires, essaient un peu de travailler pour communiquer. Je viens de vous dire ici, quand vous prenez nos réseaux sociaux, c'est terre à terre. Mais vous qui êtes compétents, vous qui comprenez, chaque matin, il faut tuer. Moi, je le fais chaque matin. Merci. C'est comme ça qu'on peut créer une masse critique. Parce que les Occidentaux, pour savoir ce qui se passe chez nous, ils ne vont pas suivre les RFI, même pas BBC, que pensent les Congolais. Il a condamné la presse par rapport à la situation qui prévaut à l'Est. J'aurais voulu que ce soit un politicien qui soit dur envers la presse, mais pas M. Frédie Moulumba, qui est journaliste lui-même, qui connaît la situation de la presse congolaise. Ne demandez pas aux journalistes ce que le pays ne donne à aucune autre catégorie. Le journaliste est précaire, comme dans la plupart des secteurs de la République. Il a parlé des autres, les multinationales. Il a cité Soros, il a cité Mo Ibrahim. Mais c'est des gens qui ont des milliards, qui les déversent pour leur propre cause. Mais lui qui est chantre de la balkanisation, mais qu'il s'organise aussi, qu'il trouve aussi des groupes qui peuvent faire autant pour contrebalancer l'action de Mo Ibrahim et de Soros. Donc je pense que, excusez-moi, c'est un peu plus méchant de sa part et il ne fallait pas ça. Merci beaucoup. Au moins lucide. Okay. Et si je rappelle que la guerre d'Afdel a commencé, je crois que j'étais encore... c'est l'année où j'ai entré en 6e année primaire. Vu cela, j'ai deux questions adressées. Une question adressée à M. Frédie Moulumba et une autre auprès du professeur Sadik. Quand j'ai mené mes recherches pour mon mémoire en sciences politiques et administratives à l'Université pédagogique nationale, je suis tombé à un document signé par le président rwandais Paul Kagame et Yoweri Museveni. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'adressaient aux Rwandais qui vivent au Congo. Dans ce document, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous ne pouvez pas avoir peur des autorités politico-militaires congolais car ils vivent de notre propre argent. Ça, c'est la première information. Deuxième information. Venez-en la question, s'il vous plaît. Vous avez du monde derrière. Je crois que c'est important. Deuxième information. Ils disent encore que les militaires ou soit les officiers politico-administratifs congolaises plutôt, qui marchent en dehors de leur philosophie, ils doivent être tués. Alors, la première question, je m'adresse directement auprès de M. Frédie Moulumba. Que pouvons-nous faire? Est-ce qu'il est important de s'organiser à une insurrection populaire pour sauver notre pays? La deuxième, je m'adresse au professeur Sadik. Les Rwandais ont gagné la guerre d'identité. Là, tout le monde, nous sommes d'accord. Mais la guerre qu'ils mènent aujourd'hui, c'est une guerre d'invasion. C'est une guerre d'invasion. Est-ce que la nomination des autorités politico-administratives des communes rurales de Minembwe, est-ce que ce n'est pas une stratégie qui va leur permettre pour s'organiser à une base arrière pour concrétiser leur vision ou soit leur projet d'empire Yima en Afrique centrale? Merci beaucoup. Merci pour la parole. C'est Patrick Lumumba, cadre scientifique à l'Université de Kinshasa.
Je voudrais justement, au-delà de tout ce qui a été dit, notamment sur l'enchevêtrement des groupes armés à l'est du pays, les sociétés multinationales, qui sont d'ailleurs identifiées par le relais que font le Rwanda et l'Ouganda. Mais je pose la question à M. Freddy. Vous avez parlé de contours géopolitiques. Et le professeur Moïla a abordé le paradigme de la géoéconomie à l'est du pays. Et il a résumé que tout se résume dans la stratégie. Donc, les guerres à l'est du pays sont des guerres stratégico-géopolitiques. Je vous pose la question, quel est le contenu? S'il faudrait que nous puissions responsabiliser la société congolaise, notamment à partir de nos leaders, vous, en tant qu'éclairé, vous, en tant qu'intellectuel, quel est le contenu que vous pourriez donner à notre doctrine ou à la stratégie sécuritaire dans notre pays? Et la question, sa deuxième question s'adresse auprès du professeur Sadiki. Effectivement, comme venait de le dire le président Chiloudé, l'université est complètement abandonnée par l'État. Vous êtes professeur, nous sommes tous là-bas. Alors, vous parlez de la création des laboratoires d'idées. De quelle façon, avec quels moyens et comment vous l'attendez l'orienter? Je m'appelle Germain Lukonga. Je suis patriote résistant Maïmaï. J'ai une petite question au DG Mulumba et puis quelques suggestions peut-être. Le DG Mulumba parle de Trump, il le félicite, il dit il est bien parce qu'il a dit l'Amérique d'abord. Oui. Mais je demande, est-ce que lorsqu'il dit l'Amérique d'abord, il rejette les multinationales américaines? Oh, ce sont les gens du monde, les multinationales américaines, ce sont les grands gens. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre l'Amérique et les multinationales américaines? Maintenant, j'ai quelques suggestions. On parle de la balkanisation. La balkanisation est un ferrier bien prévu et préparé. Et la solution, ce ne sont pas les structures étatiques et tout ça. Il faut se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire faire ce que vous appelez les groupes armés. Ce ne sont pas tellement des groupes armés, ce sont les groupes de défense populaire, notamment les Maïmaï. Ici à Kinshasa, nous étions les Maïmaï, Kinshasa tombé pendant la guerre de Kitona là-bas. Donc moi je pense que nous devons, pour les éléments de sensibilisation, vous devez sensibiliser les jeunes à tous les niveaux. Il ne faut pas compter sur les structures étatiques, ça ne peut pas aller. Mais les États, par exemple, ceux qui sont au pouvoir, ils sont placés par quelques gens, notamment ces multinationales. Il ne faut pas compter sur eux, il faut sensibiliser les jeunes. Merci beaucoup. L'autre préoccupation, même au niveau du Parlement, la double nationalité, il y a même la presse, il y a beaucoup d'éléments de presse qui défendent ça, même les députés et les autres, la double nationalité. Moi, j'étais sénateur à l'époque. Nous avons refusé la double nationalité parce que c'est un élément de versement de Rwandais au Congo, légalement. Donc, les Rwandais veulent se déverser ici chez nous. Et si vous dites, voilà, double nationalité, les Rwandais, ils deviennent Congolais, ils vont se déverser encore davantage. Merci. Joko, ma question, je la pose premièrement à monsieur le directeur Kambale, qui parle de la persistance de la situation de guerre à l'est du pays. Je pose la question pour savoir, est-ce une faiblesse ou une complicité? Si une complicité, à quoi sert l'architecture gouvernementale dès lors que le gouvernant livre ses propres gouverneurs? Deuxième question, je la pose à monsieur le directeur de DGD, à Freddy Mulumba, qui parle, il faudrait d'abord définir c'est qui l'ennemi, et il parle de l'ennemi externe. J'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons solutionner ces problèmes si on fait appel au même ennemi externe pour que ces derniers puissent décanter la dite situation. N'est-ce pas ça une éternisation ou il soit une pérennisation de la dite situation? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Kassia Gériel, président d'INASBEL. Ma question s'adresse à M. Freddy. Vous allez m'excuser pour ma voix, j'ai la grippe. M. Freddy, votre appel à l'élite congolaise m'invite à illustrer d'abord ma question par cette phrase.
On ne combat que pour ce que l'on aime, on aime que ce qu'on estime, et pour estimer, il faut au moins connaître. Par rapport à notre système éducatif, avec la gratuité de l'enseignement que l'on parle actuellement, quelles sont les mesures pratiques que vous pouvez proposer pour réformer ces systèmes sans conscience historique, culturelle et même politique? Comment saurons-nous sortir de cette situation aussi longtemps notre système éducatif à un faible niveau? C'est ça ma question. Choubouli Kahacha. En fait, ma question s'adresse à M. Freddy. Il a parlé de la mobilisation sur 2 points, par médias et par réseaux sociaux. En prenant le cas concret de la province de Sud-Kivu, où il y a des tueries tous les jours, et de la province de l'Ituri, à l'instar de la ville de Bunia, où il y a division des territoires d'Endjoubou. J'aimerais savoir, hormis ces 2 solutions, est-ce qu'il y a une autre piste de solution que vous nous proposez, par exemple? Merci. C'est Méthode Moulena, étudiant en 4e année de droit à l'université de Kinshasa, faculté de droit. Alors ma question, je la pose à M. Freddy Mulumba. D'abord, j'aimerais savoir, qu'entendez-vous par intellectuel lorsque vous demandez à ce que ceux-ci puissent agir? Est-ce qu'intellectuel, c'est celui qui a un diplôme en droit ou en économie en tant que docteur ou licencié, ou celui qui agit comme Victor Hugo dans l'affaire Dreyfus, ou l'intellectuel, c'est le docteur Denis Mukwege qui agit là où personne ne veut agir? Ça, c'est ma première question. La deuxième partie de ma question, c'est celle-ci. Est-ce que nous ne sommes pas devant des complices qui ne veulent pas agir? Est-ce que ce n'est pas une question d'idéologie? C'est-à-dire qu'il faut changer l'idéologie de l'homme congolais, comme le disait le président honoraire. Est-ce que ce n'est pas une question d'idéologie? Parce qu'on constate que le Congolais confond l'imaginaire et le réel. Est-ce qu'il ne faut pas refonder la classe politique parce que c'est elle qui doit agir? J'aimerais finir par cette maxime en droit: tout juriste criminel sait que le complice n'accuse jamais un autre complice d'un complot qui sont tous 2 auteurs. Merci. Nous disons ceci: voici ce qui se passe chez nous. Quel a été notre comportement? C'est pratiquement, c'est vrai qu'on a semblé prendre la date de 1996, mais logiquement, lorsque vous analysez la situation qui se passe à l'Est et qui a ravagé pratiquement l'Afrique centrale, ça part de 1984. Lorsque le président Museveni prend le pouvoir, curieusement avec nous, parce que Museveni est venu prendre la bénédiction de Mobutu pour accéder au pouvoir, ils ont mis en place toute une machine pour arriver à occuper la RDC. Et moi, je peux vous dire, le Congolais est fort, parce que le Congolais a réussi en 3 jours ou à moins de 3 ans à démonter toute une stratégie qui a été conçue pendant 30 ans. Si nous continuons à résister, c'est parce que nous sommes capables. Donc nous pouvons aller loin. Et ce que nous faisons, nous voulons réveiller, ressusciter cet esprit-là de résistance pour qu'on arrive à bouter dehors et que nous soyons indépendants. Donc, ce que faut le résistant, ce que faut dans l'armée, il y a des patriotes, je vous dis. Nous avons vu Mamadou Ndala, on a vu Mbouza Mabé, on a vu Baouma, on a Mbouza Mabé a des FPR là, c'était en 90, au Rwanda. Il était encore major. Donc, dans l'armée, il y a des patriotes, mais qui ne sont pas utilisés. Et qu'on laisse, nous savons comment on les laisse. C'est pour dire que ce que nous faisons ici, c'est pour réveiller à nous ce que nous avons toujours eu. Malheureusement, et c'est là où je veux dire que lorsque nous sommes animés par l'esprit du gain égoïste,
ça nous amène évidemment à nous départir de ce que nous avons de fort pour aller dans chacun à défendre ses intérêts. Je vais vous dire, en dehors de Minembwe, déjà avant la colonisation, le Belge a organisé toute une migration pour installer les communautés venues du Rwanda au Massissi. Si vous lisez l'histoire, il y a ce qu'on appelait l'enclave de Guichari. Et à l'époque, les Rwandais considéraient que Guichari était le territoire rwandais. Nul n'était la résistance déjà de cette époque-là. Le chef coutumier et la population de Massissi, aujourd'hui Massissi ne serait pas parmi les territoires du Congo. Donc, si aujourd'hui nous pouvons faire la même chose que ce que ceux-là ont fait à cette période-là, et je vous dis, à cause de la résistance de ce qu'ont fait nos ancêtres à Guichari, c'est là qui ont eu à lire le testament de Léopold Lé, il dira, moi j'ai eu l'occasion de lire dans la bibliothèque de la Gécamine, il dira, je me réveillerai de la tombe le jour où vous céderez le Kivu à tout autre pays. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Donc, il nous revient à nous de faire mieux que ceux-là qui n'ont pas pu étudier comme nous. Parce que nous disons, nous appelons intellectuels ou lettrés. Alors, je peux me dire peut-être lettrés. Nous sommes lettrés par rapport à nos vieilles parents. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons les mêmes arguments, nous avons été dans les mêmes écoles. Mais pourquoi nous ne comportons pas comme les autres? Pourquoi nous ne faisons pas mieux que ceux-là qui n'ont pas été dans les écoles? Et c'est ça la démarche que nous avons de faire. Donc, les complicités, on peut les condamner, mais ça ne doit pas nous emballer. Merci beaucoup. Je prends la question sur la guerre d'identité. Est-ce que Minembwe ne serait pas un noyau pour ce dont on parle parfois, une sorte d'empire Ima? Personnellement, je crois que l'évolution économique, politique est telle qu'il n'y a plus tellement à craindre des espaces qui sont constitués pour des fins ethnico, je ne sais pas, identitaires, comme la notion d'empire. Je sais que dans beaucoup d'histoires, on a beaucoup parlé de l'empire Ima, mais c'est plus ce dont on a parlé, c'est une question d'intérêt. Comment décongestionner certains espaces, comment y amener d'autres populations, qu'elles soient d'une origine Ima ou autre. Et donc la question de Minembwe, pour moi, ce n'est pas tellement un problème de constituer un empire par des gens d'un certain groupe ethnique ou d'une identité donnée, mais c'est plus comment créer en RDC un espace qui peut décongestionner des pays voisins et qui peut être exploité sans que l'on tienne compte essentiellement des intérêts de ceux qui sont là depuis longtemps. Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons nous situer. Comment protéger les terres, le pouvoir, pour que, ensemble avec les autres, on évolue, parce qu'il ne sera plus facile, je pense, de constituer des empires sur des bases identitaires. C'est plus une question de combat pour contrôler les ressources et les espaces. Alors, qui sera à la tête? Si c'est un Ima, ça devient autre chose. Donc, on peut voir la chose autrement. La deuxième et dernière question qui m'était adressée, c'est, je parlais de la notion que les universités, les universitaires, les intellectuels, que nous puissions travailler de plus en plus sur les idées, avoir des laboratoires d'idées. Et la question, c'était comment? Comment ça peut se faire et avec quels moyens? Je l'ai dit parce que je constate deux tendances pour nous, intellectuels congolais. C'est comme si, en dehors du travail qu'on peut faire, la profession qu'on a, si on développe les initiatives, la tendance, c'est une ONG pour des projets et avec le financement. Et donc là, c'est la ligne ONG, projet et financement. Financement, c'est quoi? C'est l'argent. Donc c'est donc un problème de l'argent pour travailler, mais pour survivre. La deuxième piste, c'est le parti politique et le poste et un positionnement. Alors, c'est comme si la finalité devient tout simplement matérialiste. Or, l'universitaire, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui va au-delà du matériel. Quand nous sommes dans une société où, comme l'a dit monsieur le DGA, je ne veux pas vivre sans voiture, je ne veux pas vivre sans autant d'argent,
on tombe dans la déchéance. Et c'est comme ça que les autres les exploitent. Alors les laboratoires disaient que ça doit être des initiatives individuelles, l'intellectuel. Nous trouvons que ça, c'est une cause. Vous commencez à mobiliser les gens. Donc, ça ne doit pas attendre une structuration de dire, faites un laboratoire d'idées, mais nous devons, en tant qu'intellectuels, face à des défis comme ça, structurer ce que nous faisons et commencer à influencer l'opinion sans attendre que l'on nous dise, faites-le. J'ai eu le temps de lire au moins tous les grands qui ont publié. Il y a Moudimbe qui a publié un texte en 1984, 1974, pardon. Vous avez un Gall. Est-ce que vous connaissez le Moudimbe? Qui connaît Moudimbe ici? Engal, c'était deux personnes qui portaient la pensée africaine et congolaise. Ils ont traité la question des intellectuels. Et la meilleure définition vient d'Engal. Il dit l'intellectuel, c'est la conscience de la société. L'intellectuel, c'est celui qui prend du recul, critique la société et pense la société. L'intellectuel, c'est celui qui parle librement. Ça, c'est la définition d'Engal. Mais il y a d'autres qui sont marxistes, ça dépend de l'école, et qui disent être intellectuel, c'est bien, il faut passer à l'action. Il ne faut pas parler, c'est bon, mais il faut agir. Question d'école. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est être l'éclaireur de la société. Quand ça ne marche pas, chez nous au village, il y avait des griots. Ils pouvaient chanter, les chefs attendaient aussi la population. C'est une façon d'agir sur l'organisation de la société. Le système éducatif, je pense que le président Tshisekedi vient de décider la gratuité. Ce n'est pas ça le problème. C'est bon, sympa. Il faut payer les enseignants. Les contenus. Les contenus. Vous savez, mon fils était étudiant au Maroc. Un jour, il passe à l'ambassade, il avait écrit une lettre en français. Je pleurais. Il dit, mon fils, moi, je ne sais pas écrire. Comment son père, j'écris. Donc, quand nous ne sommes plus capables que nos enfants nous dépassent, il n'y a pas de société, pourquoi on ne peut pas être conscient jusqu'à ce niveau-là? Si on veut tuer une société, on tue l'école. D'ici 20, 30 ans, il n'y aura pas d'élite. Vous aurez des diplômés, docteurs, professeurs. Mais les pays dans une catastrophe, ça ne marche pas. Donc c'est un débat des intellectuels. Ceux qui doivent dire la vérité, même s'ils les dérangent. Je suis DGA à la RTNC, je garde ma liberté de penser. Et je dois parler. Seule l'histoire viendra nous juger. Mais pour le moment, il faut que les parents, au lieu d'aller seulement payer, les enseignants, demander la réforme de l'éducation, système éducatif. Tout le monde est content, oh c'est gratuit. Mais vous avez un enfant, c'est même pas écrit en français. À quoi ça sert? Donc il faut que les parents réclament qu'on puisse savoir un peu le contenu du système. Donc je ne pouvais pas condamner. C'est là où j'ai dit, je suis journaliste, mais je suis un intellectuel. Je vois très mal que je puisse me taire. Notre presse n'est pas à la hauteur. Je l'ai dit ouvertement. Vous savez, Président, quand quelqu'un vous amène l'argent, je peux vous poser la question, à quoi ça sert cet argent? J'ai assez lu. Les globalistes mondialistes ne sont pas différents de Stanley et Henry Livingston. Ils viennent vous dire, on va vous aider. Entre-temps, on va nous recoloniser. Qu'on ne soit pas surpris. L'histoire doit nous aider à tirer des leçons. Vous voyez quelqu'un qui est très loin, qui descend, il dit non. Ah, je vais vous développer. Mais c'est un enfant, un fils de celui qui était à la base de la colonisation. On fait comment? On doit réfléchir. Le monsieur, je ne parle pas de ton argent. Nous sommes le seul pays où les étrangers mettent l'argent, même les islamistes. On prend, on est content. Parce qu'on pense être nous aider. Nous devons changer et demander des comptes au gouvernement. Ce n'est pas normal. Que les étrangers qui viennent ici soient plus riches que nous. Et on tolère ça. Je vois les gens faire des tours de bureau, demander un peu d'argent de transport. C'est pas normal ça. Quand vous n'êtes pas capable de demander des comptes au gouvernement, c'est notre gouvernement, c'est notre argent, on doit nous payer correctement et des enfants doivent manger correctement aussi.
Non, on se contente de ce que les autres viennent nous donner. Et puis généralement, quand c'est le gouvernement qui donne l'argent, oh, on vous a corrompu. Mais quand Soros donne sa démocratie, il y a une contradiction philosophique. Il y a une contradiction philosophique. Il dit comment solariser. Et je pense que là, c'est important. Je pense que moi, je prendrai l'argent du gouvernement parce que c'est mon argent. Je paie les impôts. Mais je ne prendrai pas l'argent de Soros parce que Soros a un objectif. C'est comment mettre la main sur l'économie. C'est un homme d'affaires. Il joue en bourse. Ce qu'il prend en bourse, il veut investir. Mais il ne le fait pas parce qu'il vous aime. C'est pour que demain, quand on va privatiser, qu'il prenne les entreprises. Il y a des journalistes qui étaient au Parlement. On a voté la loi. Hein? Les journalistes députés, ils ont fait quoi? Rien du tout. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. Il faudrait un jour que les journalistes se mettent ensemble, qu'ils défendent leurs intérêts par rapport au pouvoir politique. Et là, il ne faut pas aller ni en opposant, ni en client. Partez avec une chose très claire. Je te prends l'exemple en Côte d'Ivoire. Ouattara a financé toute la presse. Mais ici, quand vous décidez de financer la presse, les gens vont là la nuit négocier pour qu'on leur donne l'argent. À qui la faute? C'est ça le problème. Donc, il y a possibilité. Si toute la presse écrivait chaque jour là, pendant 1 mois, 6 mois, ils vont céder. C'est un rapport de force, on n'a pas d'autre chose. Et je pense que là, parlé du professeur Chiembe, il fait beaucoup de travaux sur ça. Ça, c'est beaucoup plus militaire. Mais je peux donner un avis. Vous savez, il y a des réalités. Nous sommes un pays trop riche. Dans un pays où il y a des gens lucides, vous savez, dans l'affaire des richesses, plein de choses à faire, comment les défendre. Qui défend les richesses, ce n'est pas la démocratie, c'est des histoires quand vous discutez à la télévision. C'est l'armée, les piliers. Quand on avait les phares du temps de Mobutu, est-ce qu'on se souvient de nous? On vient quand même toute une histoire. Donc il faut reconstruire notre armée sur de telles bases. Avoir des hommes. Quand on joue, on met de l'ordre. Ça demande quoi? Il faut nettoyer. Quelquefois, les gens... Je viens d'expliquer ici. Il y a eu la guerre de l'Afdel. L'RCD a été créé, les Rwandais et l'Ouganda ont attaqué. Et Mzee s'est replié sur l'Angola et d'autres militaires, donc d'autres armées. Ils sont affrontés chez nous. Ces armées, soi-disant, ils sont partis. Ils ne sont pas partis. S'ils sont partis, ils ont laissé les leurs ici. Donc nous sommes un pays sous protectorat africain. Et on sous-traite les intérêts étrangers. Et quand l'élite ne comprend pas ça, on ne mérite pas d'être une grande puissance. Tous ces pays, c'est ça que la vision, tous ces pays de l'Afrique centrale ne peuvent pas nous diriger. C'est nous qui devons diriger, et l'Angola, et le Rwanda, et l'Ouganda. Mais ils ne peuvent pas se permettre de nous diriger. Ça demande que notre élite n'a plus d'ambition. Or, la nature a fait assez que, l'histoire a fait assez que, qu'on ait un leader. Nous sommes un pays leader. Mais maintenant, il faut créer des hommes à la hauteur. Pas des gens qui se réveillent le matin pour chercher à manger et boire. Et pour jouir. Non. Il faut une élite de qualité, une élite qui a une vision. À tous les niveaux. Militaires, intellectuels, religieux. Il ne faut pas seulement voir l'élite politique. Hein. À tous les niveaux. Et quand on verra la sommation, on peut assumer notre destin de grande puissance. Et tous les pays africains nous attendent. Les problèmes du Rwanda, de l'Ouganda, c'est passager. Mais dans la construction de l'Afrique, on aura besoin du Congo. Donc il faut penser l'avenir après Kagame, après Museveni. Donc c'est très important. Donc ne tombez pas dans les jeux des autres. On divise beaucoup plus l'Afrique. Et quand on est divisé, on nous exploite. Okay. Donc il faut penser les choses autrement. C'est tellement militaire. Je ne suis pas un militaire. Sans cause le débat qu'il faut laisser aux militaires en discuter. Est-ce que tout ce que nous développons maintenant n'est pas la crise de la conscience congolaise? La crise de la conscience congolaise, si vous voulez, la crise de la conscience des Congolais. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe ici, intellectuel, bon, Freddy sait que moi je n'aime pas tellement cette appellation-là, pour des raisons que je lui ai déjà expliquées, je préfère des instruits. Est-il possible qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que Dieu nous a donné, de nous trouver là où nous sommes,
La deuxième question, qui sont les plus corrompus dans notre pays? Est-ce le petit peuple ou bien nous qui prétendons porter des galons d'intellectuels ou d'élite? C'est seulement ça mes deux questions. Merci beaucoup. Je réponds au nom de M. Tomi Tamboué. Je n'ai pas une question, mais une exhortation. Je suis le président de la communauté de Bavira de Kinshasa, une des communautés du Sud Kivu, et d'Uvira particulièrement, où se passe tout ce que vous avez développé comme crise dans les hauts plateaux d'Uvira, à Bijombo, Minembwe, etc. Ma communauté m'a chargé de vous dire ceci, qu'elle est encouragée d'abord par cette initiative qui tend à sensibiliser la population, surtout ici à Kinshasa, parce que à l'Est, nous croyons fermement que les populations de Kinshasa ne comprennent pas réellement ce qui se passe à l'Est. La population du Kivu, et du Sud Kivu en particulier, croit que la population des autres provinces les a abandonnés. Ils s'occupent de leurs affaires, ils travaillent, mais ils voient sur les réseaux sociaux les morts aujourd'hui en Djougou, ils voient des morts à Beni, ils voient des déplacés à Minembwe, à Bijombo, et cela ne leur dit rien et ça passe. Lorsqu'on a lu, on dit ok, mais c'est passé. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents qu'une telle conférence, si elle se multiplie, encore une fois, 2 ou 4, 5 conférences, nous pensons que l'opinion de Kinshasa, et principalement du gouvernement, peut faire quelque chose pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Merci. Je n'ai pas encore terminé. Je voudrais terminer. Soyez concis, s'il vous plaît. Je voudrais terminer, mais laissez-moi vous dire, parce que vous parlez de l'Est. Effectivement, nous sommes de l'Est. Je viens de vous dire que je suis l'une des communautés qui est victime. Écoutez-nous maintenant ce que nous allons à vous dire. Nous pensons que les questions comme balkanisation, des questions qui sont soulevées ici comme Empire Hima, la question des sociétés multinationales, ce sont des questions de géostratégie. Ces questions existeront toujours, même si ce n'est pas le Rwanda, même si ce n'est pas l'Ouganda, même demain, le Congo-Brazzaville aussi peut envier la RDC, même l'Angola peut envier la RDC. Parce que Dieu a fait que la RDC puisse avoir des ressources. Et ces ressources font l'objet de convoitises. La guerre, tout ce que nous voyons en Ituri, voyons à l'Est, c'est une question de la même base sur des ressources de la RDC. Les communautés locales, j'ai entendu ici, les gens disent se prendre en charge. Oui, les communautés se sont déjà pris en charge. Ils ont résisté pendant toutes ces années. Si la République existe encore, s'il n'y a pas encore la balkanisation, c'est parce que ces communautés se sont prises en charge. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Avec la démocratie, avec les élections, avec l'alternance, les choses ont changé. Aujourd'hui, si les groupes armés qui s'appellent autodéfense populaire s'élèvent aujourd'hui, c'est la même armée nationale qui va aller les tuer sur les champs. Je parle de ce que je connais sur terrain. Mais voici ce qui se passe réellement. Je voudrais maintenant chuter sur les recommandations. Nous pensons que ce pays manque une grande vision à la hauteur de sa dimension. Si ce pays avait une grande vision à la hauteur de sa dimension, elle devrait d'abord en premier lieu
créer une grande armée bien formée et bien payée pour sécuriser la population. La deuxième chose, elle devrait avoir une grande police nationale. Nous voyons d'autres pays qui ont de grandes ressources. Ils pouvaient imaginer un pays comme celle-ci, la RDC, qui n'a pas 1 million de militaires pour une superficie de 2 345 km², 80 millions d'habitants, n'a pas 1 million, 80 millions d'habitants, sans une armée de 1 million. Et vous pensez que vous pouvez couvrir l'étendue du territoire national? Non. Nous n'avons pas de services de renseignement dans ce pays parce que la technologie a évolué. Ce n'est plus encore le moment de faire des BI. La technologie aujourd'hui qui entoure nos voisins. Nos voisins maintenant sont passés dans le numérique. Ils nous exploitent, c'est-à-dire sans même se déplacer. Ils savent ce que nous produisons comme minerais et les liens et ils essayent d'adapter la technologie pour nous contrôler sérieusement. Mais nous, à cette époque, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Tous ces pays voisins ont infiltré la RDC. Ils sont là, ils sont en train de travailler chaque jour. Chaque jour, ils travaillent. S'il vous plaît, vous posez des questions fondamentales, mais soyez un peu précis par respect à ceux qui sont derrière vous. Par respect à ceux qui sont debout, s'il vous plaît. Soyez concis. C'est fondamental ce que vous dites, mais vous avez derrière vous des messieurs et des dames. Soyez un peu plus expéditifs. Je n'ai pas arraché la parole. Merci Je beaucoup. dirige la police des débats. Je ne vous ai pas arraché le micro. Je voudrais terminer en disant que la prise en charge par la population a échoué et ce qu'il faut aujourd'hui, il faut maintenant une autre façon de lutter. Et la meilleure façon de lutter, c'est d'organiser premièrement ce genre de conférences. Deuxième chose, il faut faire la pression sur le gouvernement parce que c'est lui qui doit faire, qui doit incarner la vision nationale. Si nous n'avons pas cette vision nationale, nous allons crier chaque jour. La chose que nous devons faire maintenant, c'est poser ces problèmes de manière concrète. Nous devons faire pression sur le président de la République, sur le Premier ministre, afin de définir une véritable vision de la défense de ce pays et la protection de ses ressources humaines et matérielles. Auquel je ne peux pas donner d'identité ici. Mais du moins, j'avais toute une panoplie de questions. Et au vu des interventions des uns des autres, ils ont élagué certains soucis. Mais un petit souci qui reste, c'est par rapport à ce qu'a évoqué le directeur Nesson en ce qui concerne la persistance de la guerre à l'est du Congo. Et c'est en cela, peut-être, la question s'adresse au professeur, parce que d'aucuns ou certaines personnes ici à Kinshasa disent que s'il y a persistance de la guerre à l'est, c'est parce qu'il y a des natifs qui sont complices. Et il est difficile d'identifier une sorte de guérilla qui sont les vrais adversaires de la RDC. Et même les militaires qui sont francs, parfois, ils ont des difficultés. Alors, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que, en tant que député national, dans une de vos descentes, vous étiez escorté par le FARDC. Mais à un niveau, c'est par les groupes armés. Et l'idée m'en vient d'aller plus loin pour dire qu'il ne manque pas certains de vos membres du tribu, du clan, qui vous ont accompagné. Que répondez-vous à
ceux qui disent que c'est nous, le Latif, et ces coins-là qui sont à la base de cette persistance de la guerre. Et deuxièmement, qu'est-ce que, lorsque vous êtes en contact avec ces gens-là, pendant 7 jours, ils vous escortent, qu'est-ce que vous les dites? Quel est le message que vous leur donnez pour que cette situation ne puisse pas persister? Je voulais savoir pourquoi ces gens ne sont pas utilisés. Et deuxièmement, ceux-là qui refusent d'utiliser ces personnes capables de mettre fin à cette situation, ne pensez-vous pas que ceux-là sont des complices et qu'ils doivent être sanctionnés? Et s'il faut les sanctionner, quelle forme de sanctions pouvons-nous utiliser? Deuxièmement, M. Freddy, vous venez de dire que notre lutte n'a plus d'objectifs. Elle n'est plus à la hauteur. Je veux aussi savoir ce qui a fait que la lutte ne puisse plus être à la hauteur. C'est un peu ça. Merci. Merci. Merci pour la parole. C'est Jean-Noël Katembo. Je suis de passage à Kinshasa. Je suis arrivé du Nord Kivu. Moi, je n'ai pas à proprement parler une question à poser, mais seulement dire. J'ai entendu le directeur général Freddy Mulumba parler de braver la peur. Tout ce que je demande présentement, c'est de nous prouver que lui aussi, il va braver cette peur. Comment? Seulement par la diffusion de ce qui vient de se faire ici, à la RTNC. Parce qu'en quittant ici, merci, en quittant ici, je vais aller à la maison et ouvrir la télévision, la chaîne RTNC, juste pour suivre ce que nous venons de faire. Si ça ne passe pas, alors je vais dire que non, tout ce qu'il a dit là, ça ne sert à rien. Merci. Merci. C'est bon. Moi, c'est M. Diamba. Je suis politologue. Ma préoccupation s'adresse à Freddy Mulumba. Depuis 10 ans que vous avez commencé la lutte sur la non-balkanisation de la République, il n'y a-t-il pas moyen d'échanger, avoir de nouvelles alternatives, parce que le pays, on ne le construit jamais sans vision, et le pays, on ne peut pas le construire sans qu'il y ait un visionnaire, construire un nouveau leadership pour fédérer les gens autour de ces mêmes idées. Parce que c'est vague, lorsqu'on organise des conférences, ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre. Mais lorsqu'il y a une structure sur laquelle, comme il y a des objets qui sont financés par l'Occident, ils évoluent avec le peu de moyens, avec peu de nationalistes. N'y a-t-il pas moyen de vous organiser ensemble pour produire à RDC un nouveau leadership politique? C'est ça ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, elle concerne l'armée. Je sais, vous avez parlé que vous ne voulez pas parler de l'armée. De la même façon qu'on ne fait pas les débats sur la situation de l'Est, c'est aussi de la même façon que sur les télévisions, on ne fait pas de débat sur le fonctionnement et l'organisation de l'armée. Quel est le sort que nous, Congolais, que nous réservons aux blessés de guerre? Parce qu'aujourd'hui, prenez quelqu'un qui sert le pays sous le drapeau national, il n'a ni l'appui du peuple, il n'a ni l'appui du gouvernement. Personne ne se pose la question de savoir quel est le budget. Ici, on parle de la démographie. Un pays énormément riche, est-ce que c'est nous qui vont sortir dans nos maisons pour aller protéger nos richesses? Non, il faudrait une armée. Quelle est la qualité de l'armée? Et quel est le sort que nous réservons aux gens qui décident d'abandonner leur famille que pour servir le pays? Les conseils à donner. Ok, moi c'est Aimé Yangwa. J'ai sûrement 2 petites questions. La première, la diplomatie a une certaine définition, l'art d'attirer la sympathie. Le positionnement stratégique de la RDC avec ses 9 voisins. Et ma question c'est, parce que pour Kigali, la présence des Hutus en RDC représente une forme de discorde, interdisant toute
relation durable pacifiée entre ces deux pays. Est-ce que ne pouvons-nous pas reformuler notre diplomatie, tenant compte que le Rwanda restera un voisin presque éternel? Est-ce que lorsque nous allons reformuler notre politique, essayons en fait de marteler aussi sur ça? Parce que apparemment comme si nous parlons de la problématique, mais parfois nous sommes ailleurs. Le Rwanda reste un voisin éternel. Comment peut-on faire une diplomatie qui va aussi nous sécuriser? Parce qu'aujourd'hui c'est le Rwanda, Burundi, demain on ne sait pas. Peut-être que ça sera l'Angola. Ça c'était une question. Et la seconde est que comment voulez-vous que nous ayons une armée républicaine forte si on n'a pas de moyens? On n'a pas de moyens. Parce que déjà en 2014-2015, le budget a avoisiné 9 milliards et que le budget de fonctionnement du ministère de la Défense était à l'auteur de 14 milliards de francs congolais seulement. C'est-à-dire, on avait une armée de 300 000 hommes, c'est-à-dire en moyenne 46 000 francs par personne. Avoir une armée forte demande aussi des moyens. Merci. Le dernier intervenant. Bon. C'est bon. Oui, je suis déjà satisfait par rapport à... C'est la deuxième fois que vous passez. Deuxième fois, effectivement. Bon, je suis dans la soif. Bon, il sait que souvent nous discutons de temps en temps, M. Freddy. La situation à l'est du pays est une guerre de la géoéconomie. J'insiste là-dessus. Ce sont nos matières premières stratégiques. Aujourd'hui, j'en arrive. Nous sommes dans un débat scientifique, si vous voulez. Vous recommencez à zéro la conférence débat. Ça a été dit par ces intervenants. J'en arrive. Un peu de patience, s'il vous plaît. J'en arrive. Donc, par respect pour l'assistance. Posez la question et puis on termine. Non, par respect pour l'assistance, je préfère écouter mon intervention en posant la question. Quelle serait l'approche diplomatique? Je pose la question à M. Freddy et au professeur Sadi. Quelle serait, pour l'instant, à court terme, l'approche diplomatique que devrait adopter le président Félix Tshisekedi par rapport à la situation de l'Est du pays, d'autant plus que nous voyons les rebondissements des Américains pour la cause de l'Est. L'approche diplomatique que doit amorcer le président avec la question du terrorisme. Merci. Et là, je commence par la question de l'armée. Taille, importance de l'armée pour mettre fin à la situation de l'Est. Et là, je suis tout à fait d'accord avec notre aîné, M. Tommy Tamboué, qui représente une des communautés avec laquelle on était dans le dialogue. Effectivement, il y a des limites à la prise en charge locale. Et les communautés locales, les groupes armés ont fait ce qu'ils ont fait. Mais effectivement, on a besoin d'une armée. Et ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de notre conférence ou des structures comme celle-ci, il faut qu'il y ait un mécanisme où nos recommandations arrivent aux décideurs. Parce que c'est ça aussi. Nous pouvons réfléchir, mais quel est le point où, même si on ne va pas les utiliser, il y a des bureaux d'études, que ce soit à la présidence ou ailleurs, je pense que si nos recommandations d'ensemble peuvent arriver auprès des décideurs, ils peuvent les utiliser. Parce que la question de l'armée, on ne peut pas être riche, vous êtes riche, et puis tous les bandits sont aux environs, vous n'avez pas une garde. Mais ils vont venir prendre ce qu'ils ont. Donc, je pense que c'est indiscutable, on a besoin d'une armée forte, mais quand on parle de l'armée, ce n'est pas seulement le nombre. 1 million de gens, oui, mais aussi c'est la qualité. 1 million de gens, mais combien d'infiltrés sont dedans? C'est ça aussi, donc la qualité, mais aussi la gestion. On a parlé tout de suite là de ressources. Est-ce que nous pouvons avoir une armée sans avoir assez de ressources? Je disais, j'ai été au Parlement. Le problème des ressources en RDC, c'est un faux problème. Les ressources, il y en a. Le problème, c'est la corruption. On ne sait pas prendre l'argent là où il y a. Ce sont les individus. Même dans l'armée, prenez les opérations Soko là au Sud Kivu. Les commandants, ils construisent des grands hôtels. Les effectifs, on vous déclare des gens qui n'existent pas. Donc, il y a un problème de gestion. Ce n'est pas tellement un problème de ressources. Ça, c'était l'armée. Diplomatie, oui.
les voisins sont les voisins et je pense que la diplomatie fait partie de la solution. Et la question c'était qu'est-ce qu'il faut dire au président Tshisekedi et consort. Je crois que si nos recommandations arrivent quelque part, ils peuvent savoir comment les orienter. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais oui, vous parlez de groupes armés, mais vous les natifs, et il a même pris l'exemple que j'ai donné. J'ai dit que pendant 7 jours, je parcourais un espace et je n'étais pris en charge que par les miliciens. Mais je n'ai pas de choix, il y avait 2 choses. Où vous visitez ces villages, il y a 0 militaire, 0 policier. Vous m'avez posé la question de dire qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous pensez que je pouvais leur dire abandonnez maintenant vos armes? Non, mais il y a 0 militaire, 0 policier, et les troupes étrangères, ils sont là. Donc la solution c'est l'armée. Quand l'armée est là, forte, organisée, bien gérée, on peut dire abandonnez tout ce que vous faites. Mais dans un vide total, c'est là où les natifs, effectivement, ils jouent un rôle. Et ce rôle-là, ça dépend du contexte. Parce qu'il y en a qui condamnent carrément. Vous, les natifs, vous ne cherchez pas la démobilisation des groupes armés. Mais soyons sincères, dans la situation là d'Itombe dont je parle, 0 militaire sur un espace, les FDLR sont là. Vous voulez que je dise à ces jeunes, jetez vos armes? Je ne pourrais pas le dire, c'est un problème de réalisme. Donc, l'armée, c'est une solution. Je vais terminer par un point qui a été donné par quelqu'un avant cette série ici, qui a parlé de la question de la double nationalité. J'y reviens parce qu'on a omis ça. C'est vrai, je sais que sur le plan pratique, et notamment pour les Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont devenus Américains, Canadiens, pour faciliter les déplacements et certaines opérations, la double nationalité, c'est un avantage. Mais nous devons quand même savoir que certaines décisions, on doit les prendre aussi en fonction de son contexte. Prenons le cas de la peine de mort. Pourquoi les États-Unis jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais supprimé la peine de mort? Il y a certaines décisions qui, même si c'est une mode, même si ça peut être bien, dans le cas de la RDC, même moi personnellement, je me dis, la double nationalité à l'est du Congo, les bénéficiaires, ce sont les Rwandais et les Ougandais. C'est la confusion totale là qui est Rwandais, qui est Congolais, et ça va encore nous compliquer. Et donc, je comprends bien qu'il y ait cette pression pour qu'on adopte la double nationalité, mais notre contexte aussi. Et je pense que les États ont aussi le droit d'être souverains et contextuels. Je pense qu'une question comme la double nationalité en RDC, il faut encore bien voir. Dans le contexte actuel, ça peut nous compliquer. Madame a dit, nous sommes doublement victimes. Victimes parce qu'on nous envahit et victimes parce qu'on vient s'enrichir sur nous parce que nous avons une grande population. Et je suis d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que le minerai ou je prends le banane plantain que les Ougandais prennent dans les champs de nos villages. Ils les amènent chez eux, ils les transforment chez eux en biscuits, ils viennent nous revendre. Et cet argent profite à qui? Aux Ougandais. Pourquoi? Parce que notre État n'est pas protégé. Et quand nous martelons sur la réforme de l'armée, la formation de l'armée, c'est parce qu'évidemment, le seul pilier, le pilier essentiel, lorsqu'on parle de refondation des États, on se fonde d'abord sur la réforme du secteur de sécurité, avec comme l'armée comme le principal pilier. Mais il s'est fait que dans notre pays, j'ai dit ici que depuis 2003 pratiquement, nous sommes dans le processus de réforme de l'armée. Mais il s'est fait que pendant que nous sommes dans ce processus, il y a eu beaucoup de... comment je peux dire? Il y a des anomalies qui se sont portées dans ce processus, si bien qu'on se pose la question, est-ce que la réforme de l'armée est encore authentique comme ce qu'on voulait faire? Nous sommes partis des brassages, on est passé par le mixage, on est passé par intégration accélérée, et finalement, la réalité c'est qu'on intégrait ou on accélérait ou on mixait une partie de la population au détriment d'une grande communauté, si bien qu'aujourd'hui, c'est que le professeur a dit qu'on se retrouve
avec une armée commandée pratiquement par le membre d'une seule communauté sur les 450 communautés qui composent la RDC. Ça viole même notre constitution parce que la constitution dit que l'armée doit être nationale et doit refléter la représentativité nationale. Donc, ça, c'est une question. Non. Pourtant, et j'ai précisé pourtant, dans l'armée, nous avons évidemment des élites. Et notre pays a fait la fierté de l'Afrique. Si on vous informait que le président tchadien a été formé à Kotakoli, je crois que certains parmi nous ne vont pas accepter. Hein? Il y en a plusieurs qui ont été formés ici chez nous. Alors, pour dire que nous avons des élites. Nous pensons que si nous réformons correctement notre armée, en tout cas la question va être résolue. La réforme, ce n'est pas seulement les armes. La réforme aussi, c'est la prise en charge du personnel militaire et des dépendants de militaires. C'est bien beau, nous avons de belles lois. On a voté il n'y a pas longtemps le statut du militaire. C'est bien beau. Quel est le budget? C'est vrai, notre budget, c'est celui qu'on a. Mais notre budget ne reflète même pas les 1 millième de ce que nous devrions faire. Je prends un exemple simple. Vodacom nous dit qu'il a le minimum qu'il communique, 9 millions d'abonnés. N'est-ce pas? Si nous tous, les 9 millions peuvent acheter $1, donc Vodacom a 9 millions de dollars par jour. Ça fait combien par mois? Ça fait combien par an? Et notre État a combien de pourcents dans ça? Donc, on ne sait pas. Deuxième exemple. Nous sommes le seul pays où tous les avions qui partent de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, doivent survoler notre territoire. Qu'est-ce que nous gagnons? On ne sait pas. Donc, voilà des ressources que nous avons, mais que nous sommes incapables de mobiliser. Mais, ou bien nous ne voulons pas mobiliser. À ricochet, le peu que nous avons, on le prend dans la corruption. Je vais vous dire une chose, et ça, c'est vraiment la mort dans l'âme que je l'ai dit. Je parlais avec des officiers qui étaient engagés dans les opérations à Béni. Un officier me dit, chaque mois, la MONUSCO nous donne 450 sacs d'haricots, 450 sacs de riz, 550 cartons de sardines, 2000 mètres cubes de carburant. Mais lui, comme commandant régiment, il ne reçoit que 2 sacs. Quand lui, commandant régiment, reçoit 2 sacs, le militaire là qui est au front, il va recevoir quoi? Des graines. M23. J'ai parlé avec des gens qui étaient sur le terrain, les militaires, qui m'expliquaient, j'ai lu aussi, c'est que Paloukou, il est ministre, hein? Quand il était gouverneur, il a écrit sur M23 comment ils ont gagné la guerre. Paloukou, le ministre Paloukou, l'ancien gouverneur, dans son article, a démontré comment on a été infiltré. Dès qu'on décide pour attaquer, on décourage les militaires. Dès qu'on décide de décourager les militaires, M23. Maintenant, on nomme Baouma, je pense. On nomme Baouma et le président Kabila prend les commandes à partir de Kinshasa. Dès qu'on a sorti de ça, on a défait M23. Ça signifie quoi? Quand l'armée est en opération, tout le monde ne travaille pas pour les pays. Tout le monde le connaît. Donc quand la volonté s'y met, ça fonctionne. Mais il ne faut pas oublier, toutes les puissances occidentales qui sont chez nous n'aiment pas que la guerre termine. Et c'est eux-là
Chaque fois qu'il y a la guerre, ils donnent même des informations ailleurs. La guerre de Nkunda avec CNDP. On a mis 26 000 militaires. On a acheté toutes les armes possibles. On descend à Goma. Sans tirer un coup de feu, Nkunda a tout pris. Et le gouvernement était obligé de négocier avec Nkunda en position de faiblesse. Tout ça derrière Nkunda, vous avez les Rwandais, vous avez ceux qui nous font la guerre, qui sont à l'Est, les Occidentaux. Et la MONUSCO est complice. Généralement, les Congolais ont peur de dire ça. Ils attaquent les Rwandais, ils oublient que les Rwandais ont les Américains derrière, les Rwandais ont les Européens derrière. On oublie ça. Tous on a peur. La peur de perdre des privilèges et la peur de ne pas avoir de visa. Et ça, on nous a réduit en ayant. Donc, monsieur qui me parlait de la peur, il faut braver la peur. Je vais vous dire la vérité. C'est un intellectuel, moi, je ne suis pas un politicien. Généralement, pendant cette période, tout le monde s'était parce qu'il y a partage de postes. Hein, j'ai parlé même quand on nommait les ministres, il faut s'en foutre. Quand on est intellectuel, il faut savoir s'assumer. Je viens de vous dire ici que j'ai passé 10 ans, j'étais DG du coup de presse Le Potentiel. On m'a fait partir à cause de la lutte contre la balkanisation. Le président Kabila me nomme. Je vous ai expliqué que ce n'était pas facile. Il m'a imposé. Que vous tous vous sachiez. Les gens disent, mais avec ton discours, il m'a imposé. Très clairement. Et je vous assure, je vous parle en tant qu'intellectuel, moi je ne suis pas un politicien, pour flatter les gens. J'arrive à la RTNC. Je monte une stratégie. J'appelle Kamana, un philosophe. Je lui demande de construire le discours occidental. Je pense que pendant 6 mois, vous avez suivi les débats sur qui est philosophe, qui ne l'est pas, indépendance. Moi et Kamana. Pendant 6 mois. Après, tout a été enlevé. Celui qui me parle de la peur là, il faut qu'il comprenne. Nos ennemis sont partout. Ceux qui n'aiment pas que ce Congo fonctionne. Il y a des porteurs de masques. Si demain, vous ne verrez pas ça à la télévision, vous comprendrez. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, il faudrait une prise de conscience totale. Il faut qu'on apprenne à se sacrifier pour les autres. Ça, c'est un intellectuel. Je suis DGA. Jamais je parle ouvertement. Les gens qui pensaient qu'on avait changé de camp, ils se trompent. Vous savez, quand on a atteint un niveau de conscience élevé, il est difficile de trahir. C'est quand on n'a pas cette conscience-là. Je pense que Pierre est parti. Il n'est plus là. Il a parlé de la conscience des intellectuels. La conscience vient de quoi? D'abord, la connaissance de l'histoire. Quand vous connaissez votre propre histoire, vous êtes des hommes debout. Nous qui avons grandi au village, nos parents nous parlaient toujours des exploits, des gens qui nous attaquaient. Ils disaient, quand il y a un problème, il faut prendre telle position. Cette histoire-là qui nous a formés. Et la conscience vient de la philosophie. Combien connaissent les philosophes congolais, africains, ici même congolais? Ils ne sont pas nombreux. Sans philosophie, vous valez quoi? Vous ne valez rien du tout. Histoire et la philosophie, ça forge ce qu'on appelle la conscience historique. Quant aux élites intellectuelles, nous sommes un pays trop riche, on a des diplômés. Regardez, nous sommes dans un pays pauvre. Notre population est malheureuse. Moudimbe a trouvé la question, donc la réponse à cette question. Moudimbe, en 1974, il a fait une enquête sur les intellectuels zaïrois, en particulier les professeurs d'université. L'enquête est publiée dans Congo Afrique, Zaïre Afrique. Si vous partez en 1974, si vous partez chez ça se passe, vous allez trouver ça. Il est arrivé à une conclusion. Je pose la question aux professeurs d'université. Donc ils étaient mieux payés, 2500 $ par mois. Ils voyageaient très bien. Il dit, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous faites? Non, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent avoir un statut social supérieur à être professeur d'université, à être intellectuel. Et puis ils aiment l'argent, alors qu'ils en ont. Et là, ça demande à celle de voir l'histoire. Comment notre élite a été formée par l'école occidentale, coloniale.
Vous êtes formés pour des objectifs. Comment vivre heureux? C'est que les petits évolués demandaient à la colonisation. Et comment travailler pour les intérêts étrangers? Voilà l'héritage que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des élites qui travaillent pour leur propre famille et qui travaillent pour les étrangers. Donc le travail à faire, c'est de construire ce que l'Occident nous a mis en tête. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler et réintroduire ça à l'école. Quand vous avez une école où on apprend l'histoire, on apprend des grands philosophes, je pense qu'on aura des hommes qui ne seront pas corrompus. Diplomatie, tu sais qui dit tout ça. Vous savez, l'histoire doit nous aider. C'est que Kagame fait contre la RDC aujourd'hui. Mobutu l'a fait contre l'Angola. Lisez l'histoire. Les gens ont oublié. Ngwanda et les autres, ils partaient à Kafunfu. En Angola, il y a même on a chanté par Verasson, non? J'ai bien à Kafunfu. Les diamants angolais, c'était que des Congolais qui allaient faire n'importe quoi là-bas. Nos militaires, tous étaient devenus des commerçants. Tous. Mais ce qu'ils avaient oublié, quand la guerre froide est terminée, on a demandé à Mobutu d'arrêter, il n'a pas compris. On a liquidé Savimbi. Après Savimbi, son départ. Regardez, Kagame se met dans les mêmes conditions. Ça, les Blancs. On vous utilise pendant un temps et puis on vous abandonne. Le cycle est arrivé à la fin. On n'a plus besoin de l'économie de pillage, de prédation. Nous sommes dans un cycle de l'économie des connaissances, l'économie du savoir. La Chine n'a pas pillé les pays, n'a pas fait de guerre, mais elle est trop riche. C'est grâce à la nouvelle technologie. Donc, M. Kagame et certains globalistes qui pensent qu'ils peuvent piller à tout moment les Kivu, piller le Congo, sont arrivés au bout. Donc, moi, je ne donne pas assez de temps à M. Kagame. Il est sur les traces de Mobutu. Mais dans tout ça, il faut que nous-mêmes, qui sommes Congolais, qu'on pense à l'Afrique. Tous les pays africains nous attendent. Les Rwandais ne pèsent rien comme géopolitique, sur le plan géopolitique. Rien du tout. Même l'Ouganda, il n'y a que le Congo. Mais quand vous venez au Congo, les gens n'ont pas d'ambition. Donc il faut créer de grandes ambitions. Des grands leaders, des hommes puissants. Un pays riche, nos enfants doivent aller dans de grandes écoles, Harvard, par-ci, par-là. Et avoir une élite de qualité, ça signifie qu'il faut qu'on soit tous, comment dirais-je, exigeants. Ton frère est au pouvoir. Quand il voit les tédons, tu es content. Dès que ton frère quitte du pouvoir, il devient opposant, tu le suis. Et là, tu deviens aussi opposant. Non. Il faudrait, quand ton frère, nous qui avons grandi au village, si ton papa a volé des chèvres ou bien des poules des gens, même pour te marier, tu auras des problèmes. Donc, il faut qu'on mette ce qu'on appelle la sanction sociale. Un voleur, on ne le salue pas. Nous sommes dans une société où les voleurs sont adulés. Mais regardez les musiciens. On chante qui? Préso sont des voleurs. Et des gens qui connaissent sont dans la rue. C'est le contraste de notre société. Tellement on s'accommode à la médiocrité. Ceux qui connaissent sont dans la rue, les médiocres sont au bureau. Vous voulez voir quoi? Un développement, on a manqué le bon sens. Donc il faut revenir au bon sens pour que chacun ait sa place. Tu connais, tu as la place. Et il faut respecter les biens de l'État. Bien privé, bien de l'État. Et puis il faut une sanction pénale. En dehors de la sanction sociale, il faut une sanction pénale. Quand tu as volé, on te met en prison. Mais si on ne met pas les gens en prison, ça va continuer. Donc vous allez pleurer. On s'en fout. Laisse, je termine. Ici à la fin. C'est important qu'on parle à notre peuple. Parce que quand on circule, les gens ont perdu l'espoir. Comme les gens n'ont pas le sens de l'histoire, ils pensent que c'est la fin du monde. Nous sommes dans un tournant historique, sans précédent, sur des plans. D'abord, les plans civilisationnels. L'Occident, depuis 2000 ans, depuis qu'il s'est mis en place, depuis aussi 1493, quand il a pris le leadership du monde, le cycle est arrivé à la fin. Maintenant, nous entrons dans un deuxième cycle, avec plusieurs puissances, plusieurs civilisations. On va recodifier les normes internationales. Hier, c'était les normes occidentales.
Maintenant, la Chine travaille déjà pour imposer ces normes. La Russie travaille aussi pour que les normes occidentales soient revues, s'adaptent aux mutations. Et deuxième rupture, c'est géopolitique. L'Amérique n'est plus ce qu'il était. Donc dans ces mutations, il ne faudrait pas que demain, qu'on trouve encore de nouveaux maîtres. Qu'on vienne encore nous coloniser. Non. L'Occident qui nous a colonisés est à la fin. Notre émergence doit nous permettre de devenir véritablement indépendants. Ce qui est bon avec les élections de l'Union européenne. Ni t'étais ça, il y aurait des ordres ici. Donc, on a déjà fait des avances, mais il faut continuer. Il faut un travail. Ici, on ne voit pas loin. Dès qu'il devient ministre, tu oublies le reste. Donc, c'est à nous, citoyens congolais, de travailler. Et chaque fois, c'est l'idée. Je pense qu'avec ces systèmes, on va y entrer. On va discuter régulièrement en toute liberté. C'est la liberté donc c'est la vérité qui libère. Mais nous sommes mal habitués. Nous sommes accommodés aux mensonges, à des magouilles. Donc, on n'a plus de normes, on n'a plus de valeurs. On n'est plus, je dirais, humain. On tue quelqu'un. Les gens passent. À Béni, chaque jour, on tue 500 personnes, 200 personnes. Ne fût-ce que la presse congolaise en parlait un problème. Donc, la tête est ailleurs. Donc, si nous ne changeons pas, on ne mérite pas ces pays. Nous sommes une puissance. Ça, il faut dire à tous les Congolais. Nous sommes des gens, nous sommes une grande puissance. Maintenant, il faut que les hommes s'élèvent. Le travail, la rigueur, la lucidité. Et que les politiciens fassent le travail, les intellectuels, les musiciens. Chaque fois, je prends l'exemple de quand un musicien meurt. Tu vois comment on fait la fête? Je prends l'exemple qui est mort dernièrement, Lutumba, bien que c'est un grand poète, ça il faut reconnaître. Et l'autre, c'est Liolo. Mais Lutumba, il des grandes funérailles. Liolo a été oublié. L'autre élément, Maître Kamanda meurt. Madame Missambu, Marie Missambu. Mais on a fait. Et le peuple est parti pleurer Marie Missambu. Kamanda oublié, 100 personnes. Je pense que c'est une interpellation pour nous. Est-ce que l'élite politique intellectuelle est à la hauteur? C'est le peuple qui reconnaît ses propres élites. Les jours des intellectuels et les politiques feront du bon travail. Vous allez voir, vous serez adulés, comme quand vous êtes décédé. Tout le monde a pleuré, les femmes pleuraient. Qui serait dit qu'il n'est pas entré au pouvoir. On a vu comment elles ont fait ces funérailles. Donc, les hommes politiques doivent laisser un nom dans l'histoire. Madame, je pense que vous m'écoutez bien. Laissez un nom dans l'histoire. Comme ça, on dira, dans ce pays, il y avait des hommes telle personne. Mais si vous faites la politique pour manger, on va vous jeter dans la poubelle de l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le débat a été d'un très haut niveau. Les interventions ont été d'un niveau vraiment élevé. C'est pourquoi je remercie le professeur Sadiki Biomboka pour son témoignage. Je remercie Nixon Kambale et aussi Frédéric Moulumba, mais également vous aussi par vos questions pertinentes. Vraiment, on a senti que vous avez un niveau à se lever, les jeunes, les adultes, et qu'on a également senti que vous suivez de près l'actualité dans notre pays. Le rendez-vous est pris pour une prochaine occasion parce que ces genres de conférences vont se poursuivre, évidemment, sous l'initiative de Frédéric Moulumba, qui se bat comme un beau diable pour parler de la situation dans l'est du pays, sensibiliser la population. Mais il faudrait que ce discours aussi soit récupéré par les officiels. Si le discours devient officiel, ce serait une très bonne chose pour que nos enfants puissent comprendre le bien fondé de ce combat. Donc voilà, c'est la fin. Il y a un petit cocktail qui est prévu juste au jardin en face. Et nous allons nous retrouver pour une prochaine occasion. Merci, au revoir. Libanda tozwa ekumbeli biso ebele ya makambo nkama. Wala muka